Bonjour et bienvenue, l'ivresse du moment, mes 3 dernières lectures, nouvelle série commencée il y a une semaine. J'ai donc lu 3 livres, ou terminé plus précisément 3 livres durant la semaine passée, et je vais donc vous en parler avec ce qu'il y a d'arbitraire dans le regroupement de ces 3 livres, en tout cas d'un d'entre eux avec les 2 autres. Mais on va quand même faire des liens ou les confronter. Alors, quels sont ces 3 livres? 2 livres de poésie, ou du moins un livre de poésie, Thomas Vino, Le cœur pur du barbare. J'écris avec un caillou dans la chaussure, c'est au Castor Astral, poche poésie. Voilà, Thomas Vino. 2e livre aussi de poésie, alors moins directement, c'est quand même sous la forme de prose, mais c'est un poète qui écrit et on est dans la poésie en prose. C'est donc Gustave Roux. Essai pour un paradis suivi de Pour un moissonneur. Il sera question de à qui s'adresse la poésie, à qui s'adresse ce que l'on écrit. Alors Gustave Roux, je ne suis pas certain, il y a des photos aussi qui sont du fond photographique. Gustave Roux, qui était photographe, je crois que ça doit être lui. Et puis, la bande dessinée, là on est dans un monde tout à fait différent. SOS Météore, une aventure de Black et Mortimer, donc de Edgar P. Jacob. Dans mon apprentissage de la lecture de la bande dessinée, là aussi, bon, là je ne vois pas beaucoup le rapport avec les 2 autres livres, mais peut-être. En tout cas, il y a quelque chose à en dire et je vais en parler. Mais je vais commencer par Thomas Vino, Le cœur pur du barbare, et par une réflexion ou un questionnement sur comment on lit la poésie. Parce que la plupart des lecteurs lisent beaucoup des récits, des romans, des choses qui se lisent en prose, qui se lisent de manière continue, et puis on ouvre un livre, puis on tourne les pages, et puis il y a une histoire qui se raconte devant nos yeux, et puis on suit ça. Et puis parfois il y a des ruptures, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas, puis on relit une page. La poésie, comment on fait pour lire ça? Moi je suis toujours un peu emprunté, pour être franc, à lire de la poésie. Ici, vous voyez que les poésies de Thomas Vino sont souvent très courtes. Et donc, si on ouvre le livre et puis on feuillette, finalement, c'est très vite lu. Et puis, il y a un peu cette frustration de se dire, voilà, je suis arrivé au bout de ce bouquin, et puis je le remets sur son étagère, et puis voilà. Sans doute que la poésie, pour être pleinement appréciée, doit être lue plusieurs fois. On doit y revenir, on doit aller picorer des petites choses. Et justement, Thomas Vino, ce qui est vraiment bien dans cette poésie, je trouve, c'est que justement, elle se prête parfaitement à cette activité de... Je prends un truc au bol et puis je lis. Ah tiens, je vais le faire là. Braconnage. C'est simple, le matin je jette les poubelles, je vide les cendriers, et je vais faire le tour des pièges que j'ai posés dans le ciel. Là, je crois qu'on est assez typiquement dans ce que fait Thomas Vino, c'est-à-dire de la poésie simple, de la poésie du quotidien. Je jette les poubelles le matin, je vide les cendriers, et puis une touche qui va nous emmener au-delà, au-dessus, ailleurs, par rapport à ce quotidien. Le tour des pièges que j'ai posés dans le ciel. Et tout d'un coup, l'imagination s'envole. Allez, je vous en lis encore 2 autres, oh, peut-être plus, on verra. Rondelle de concombre. Les titres sont toujours très prosaïques, hein, vous voyez, rondelle de concombre.
est-ce que c'est vraiment un titre de poésie? Est-ce que d'autres poètes plus anciens, par exemple, se permettraient d'appeler leur poème Rondelle de concombre? Gustave Roux pas, je crois pas. Je vous lirai du Gustave Roux après, c'est assez différent quand même de Thomas Vino. Rondelle de concombre. Dans ce livre, il pleuvait tout le temps. Elle l'ouvrait parfois, lorsqu'il y avait trop d'éclat, pour mettre un peu de ciel gris, comme des rondelles de concombre, sur ses paupières. Ou encore, plus court, manger les restes, finir la lumière d'hier. Cette lumière qui me coupe le visage en deux, ça c'est la lumière du matin. L'horizon déraisonne. Boire l'alcool gris du ciel, au loin, dans la brume, les montagnes titubent, boire l'alcool gris du ciel, le vin mauvais du vide qui fermente. Donc une poésie simple, une poésie qui est légère, qui fait rire. C'est assez rare quand même dans la poésie, où souvent on a une posture du poète comme une sorte de héros qui est, pas de héros, de prophète, qui aurait la parole qui lui vient d'en haut et qui se prend très au sérieux. Ben, chez Thomas Vino, non, c'est pas sérieux. On n'est pas sérieux quand on est poète, depuis Rimbaud. Mais c'est beaucoup plus simple à lire que Rimbaud. La semaine. Des enfants sous un masque de catch, des chiens en costume, un marteau dans un gant, vite, vite, la semaine reprend. Donc, une belle découverte. Je ne connaissais pas Thomas Vino, c'est un nom qui circule sur les réseaux, dont j'entendais parler de temps en temps, mais j'ai passé de bons petits moments, et je crois que là, c'est ce qu'on peut demander à la poésie. En tout cas, en temps ordinaire. Parfois, on peut lui demander de creuser plus loin. Le petit ciel entre ses cuisses. J'ai vu des étoiles qui giclaient de son jean. Je lui ai dit, viens, on va commettre une comète. Elle m'a dit, file. Vous voyez cette légèreté? Est-ce qu'on a la même légèreté dans le deuxième livre dont je vais parler? Gustave Roux. Essai pour un paradis et pour un moissonneur. C'est chez Zoé Poche, ça vient de sortir. Comme d'ailleurs le Thomas Vino, qui, même si c'est des reprises, je crois, de poèmes anciens, en tout cas en partie. Gustave Roux, c'est plus ancien, évidemment. C'est quelqu'un qui a vécu dans la première partie du XXe siècle. Et les textes qui sont regroupés ici datent de 1933 et de 1941. Gustave Roux, c'est un poète qui est resté dans l'ombre, qui est resté chez lui, pas tout à fait dans l'ombre, parce qu'il y a beaucoup de lumière, comme sur ces champs qu'on voit ici, chez Gustave Roux, mais il est resté dans son coin de terre, dans le Jura, dans son village de Carouge, et on a l'impression qu'il n'en est pas sorti. Alors bien sûr, il a fait quelques voyages, mais c'est un poète attaché à cette terre qui est la sienne, qui n'est pas très loin de celle où je me trouve, terre de campagne, et évidemment, le moissonneur, il compte énormément, lui-même est issu de famille paysanne, mais n'est pas paysan. Et il y a une fascination pour les travailleurs de la terre, pour les hommes sur la terre, les hommes attachés à leur terre et au corps de ces hommes. Et dans ces essais, ou dans ces proses poétiques, justement, il s'attache à décrire la beauté de ces hommes et de leur terre, de ces hommes qui se confondent avec leur terre et qui sont
justement pour lui une sorte de signe du paradis. Paradis sur terre. Et il y a une dimension très charnelle dans la manière dont il en parle et dont il s'adresse à ces hommes ou à cet homme. Chaque fois, il s'adresse à un homme en particulier, un père, puis son fils quelques années plus tard, mais qui sont tous deux des travailleurs de la terre, des voisins et amis de Gustave Roux. Et il les décrit avec vraiment une empathie très grande, même une sorte de désir. Est-ce qu'on peut parler de désir d'ordre érotique? Ça effleure. Par exemple, justement, dans ce passage qui s'appelle « Bain » dans « Et c'est pour un paradis ». Bain. Ta chair nue ou sous la toile, toujours liée au soleil, je sais bien ce sourd désir d'eau qui jamais ne t'abandonne. Ni la cruche en plein ciel renversée, son jet de glace au fond de ta gorge, car c'est la soif des lèvres et de la langue qu'elle apaise, ni le vent qui t'épouse comme l'ombre et meurt, sa fraîche plume fondue à ta poitrine avec le frisson du plaisir, ni le sommeil même ne pourront rendre le calme au corps brûlé. Et pourtant, qui osait braver là-haut le sommeil et son empire, suspendu à cette seule note aiguë qui, de 100 000 cris d'insectes à l'unisson, célèbre le soleil, l'univers dormait. Les villages blêmes, au fond de l'air, bercés par le courant qui tord les routes comme des algues, le noir battement des cloches, ce peuple de cadavres dans les vergers. Tu riais de l'homme aux mains mortes aimées, vaincu par la goutte de lumière à sa joue, tous les sortilèges de la torpeur, de quel bond tu les brises. Tu traverses en courant les seigles, la pente commence, et tout de suite l'ombre à ton épaule. Le ravin s'ouvre et se referme sur le ciel. Tu descends, battu de feuilles et d'odeurs, tes pieds aveugles tâtent le sentier sous les branches, le tuf craque, les prêles lient tes genoux, ivresse du végétal, corps à corps, espèce de cri qui sourd de ta chair heureuse quand le soleil d'en bas brille tout à coup sous les feuilles et que ce morceau de ciel qui est de l'eau lui chante son rassasiement et sa joie. C'est lumineux. Encore une fois, c'est aussi chez Thomas Vino, dans un style très différent, une poésie qui fait du bien. Feel good. Il y a des feel good romans maintenant, ça se vend comme des petits pains, et ça se bouffe aussi comme des petits pains. Là, ça fait du bien parce que c'est lumineux, parce que c'est vivant, mais ça fait encore plus de bien parce qu'il y a quelque chose de profondément ancré dans l'homme qui écrit, dans l'homme qui lit et dans l'homme à qui il s'adresse. Il y a quelque chose qui se joue d'intime, de mystérieux aussi, et de difficile de trouver les mots, mais quelque chose vraiment se joue dans ce texte-là, et on n'est pas dans le pur divertissement. La poésie, même quand elle est légère, n'est pas dans le pur divertissement. Alors le pur divertissement, ça pourrait être ça pourrait être SOS Météore, Black et Mortimer, et puis la bande dessinée. Et de fait, oui, je lis ça comme un divertissement. Je lis ça aussi pour le plaisir des dessins, des images, des couleurs qui sont ici. Et c'est aussi une manière de vivre des aventures d'un autre temps, dans un monde qui
n'est plus le nôtre. Dans SOS Météore, on a la météo qui est déréglée. De manière volontaire. Mais finalement, ça nous parle pas mal à nous aujourd'hui qui vivons dans une période de dérèglement climatique. Même si les fantasmes de l'époque, on est dans les années 1950 ou 60, je ne sais pas exactement la date de ce livre-là. Ils ne nous le disent pas, enfin, j'ai 2014 comme date ici, ça me paraît un peu tard. Mais on est dans une époque où il y a des fantasmes scientifiques, comme il y en a encore aujourd'hui, hein, des savants fous qui cherchent à modifier la vie sur Terre. Aujourd'hui, c'est les transhumanistes, des types comme Elon Musk, là, des espèces de fous furieux, extrêmement dangereux à mon avis, qui veulent avoir une emprise sur la totalité de ce qui se passe dans le monde. Là, vous avez ce personnage qui est en vert, là, dans cette partie-là, qui est aussi un savant qui travaille pour des méchants, hein, pour le fameux Ulrich qui est dans tous les Black et Mortimer, le méchant, et qui va justement modifier la météo pour désorganiser le monde et puis ensuite pour pouvoir l'attaquer. Là aussi, un peu une sorte de méchant à la James Bond, hein, on est un peu dans ce même univers-là. Donc on lit ça comme une aventure, on lit ça avec ses échos liés à notre temps et à ces dérèglements. Ce qui me retient un peu dans la lecture de Black et Mortimer, ça se voit assez simplement quand on regarde une page un peu au bol, c'est que finalement par rapport à d'autres bandes dessinées plus récentes, Black et Mortimer, c'est beaucoup de textes. Il y a beaucoup à lire. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a trop. C'est-à-dire qu'on a des images, et puis on nous décrit cette image encore par-dessus. Et ça, c'est un peu lourd, quoi. Il me semble que la bande dessinée d'aujourd'hui, en tout cas ce que j'ai pu en voir, parvient à suggérer par l'image. Et puis les mots se font plus rares. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être justement un lien qu'on pourrait faire avec la poésie. Chez Thomas Vino, il y a très peu de mots pour dire beaucoup. Chez Gustave Roux, il y a aussi cette idée, cette volonté d'aller trouver précisément les mots qu'il faut et pas plus. Alors que chez Edgar P. Jacob, on surligne, on ajoute des mots à des images qui n'en auraient peut-être pas besoin. Voilà donc mes petites réticences par rapport à ces lectures de Black et Mortimer, mais bon, c'est quand même un plaisir de lire ceci, c'est quand même bien ficelé, c'est bien dessiné, et puis c'est quand même des grands classiques, quoi. Donc, dans le monde de la bande dessinée, il faut passer par Black et Mortimer quand même. Il y a des cases obligatoires. Mais terminons par une petite poésie de Thomas Vino. Après la pluie. Après la pluie, les piaillements des moineaux sont encore de l'eau. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois, je ne sais pas quand je reviendrai pour ces vidéos sur 3 livres. Ça dépend de la taille des livres que je vais lire prochainement et puis du temps que je vais y consacrer. Mais ça ne saurait tarder, la suite. Je vous souhaite donc une bonne suite, justement, et au revoir.